je m'appelle Tamara Volokova et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui au Parlement européen à Bruxelles pour le deuxième numéro de Vue d'Europe, l'émission consacrée à l'actualité de la délégation française du groupe Identité et Démocratie. Et nous recevons aujourd'hui le député Philippe Ollivier. Bonjour. Bonjour. Julie Le Chanteux. Bonjour. Bonjour. Et Jérôme Rivière. Bonjour. Bonjour, qui Tamara. est le président de la délégation française du groupe Identité et Démocratie. Et notre chiffre du jour, c'est 9 milliards d'euros. C'est la somme que les contribuables européens payent à la Turquie au seul titre de la préadhésion à l'Union européenne, auquel il faut ajouter plus de 6 milliards d'euros liés à l'accord sur les migrants. Une dépense qui fait débat alors que la procédure d'entrée de la Turquie dans l'Union européenne est officiellement gelée. Jérôme Rivière, vous êtes justement intervenu au Parlement européen sur cette question et nous allons regarder un extrait. Si la Turquie, depuis 2011, à la faveur des printemps arabes, déstabilise le Proche-Orient, c'est que la majorité de cet hémicycle s'est depuis longtemps couchée devant le chantage du président turc et a tout accepté. Dans nos pays, vous, députés du PPE en particulier, vous affirmez que jamais la Turquie n'entrera en Europe. Ici, à Strasbourg, vous votez sans discontinuer les milliards des crédits d'adhésion. Vous payez toujours plus d'argent du contribuable européen pour qu'Erdogan n'ouvre pas tout grand une frontière que nos traités libre-échangistes sont incapables de protéger. C'est votre lâcheté, votre hypocrisie qui pousse le président turc à aller toujours plus loin. C'est votre double jeu qui exclut l'Europe de la solution à ce conflit et place le président Poutine en maître du jeu. Alors, Madame et Monsieur les députés, maintenant que l'UE a dépensé de telles sommes, des milliards et des milliards dans la Turquie, est-ce qu'il faut vraiment renoncer à cette adhésion? Tamara, moi ce que je vais vous dire, c'est qu'on est là depuis 6 mois. 6 mois qu'on est au Parlement européen. Ce qui m'a le plus choqué, et j'en avais l'intuition parce que je voyais bien, en ayant été à l'Assemblée nationale, qu'il y avait un double jeu entre le jeu qui est réalisé en France par les partis politiques français et le jeu qu'ils font au Parlement européen. Ce qui m'a le plus choqué, c'est de voir à quel point les LR, vous savez, ceux qui sont au PPE, je pense à Bellamy qui conduisait sa liste et tous les députés français qui siègent, qui prétendent, quand on fait campagne contre eux en France, qu'ils sont contre la Turquie en Europe. Eh bien, on les a vus là, et l'extrait le montrait, à Strasbourg, voter des crédits de préadhésion et des crédits pour répondre au chantage d'Erdogan. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus malheureux, c'est de voir à quel point ils sont capables d'avoir ce jeu bifide. Ils ont un visage parisien, un visage français dans lequel ils expliquent mais non, vous savez, nous sommes des patriotes, on ne veut pas de la Turquie en Europe, les Turcs ne seront jamais européens, ce qui devrait être une réalité. Et les voir dans les hémicycles ici à Strasbourg ou à Bruxelles, aller voter ces crédits. Et c'est des milliards qui sont pris dans les poches des Européens, mais spécifiquement des Français. Ce que, rappelons-nous quand même, c'est 11 milliards chaque année de crédits que les Français donnent à l'Union européenne. Donc finalement, les Français financent perpétuellement un chantage de Erdogan. Et ça, je dois avouer que j'ai été choqué de voir à quel point c'était si flagrant. Et ce que j'espère, et que le travail que nous mènerons avec la délégation du Rassemblement national, c'est d'arriver à démontrer aux électeurs français à quel point ce parti, qui était prétendument de droite, DLR, est un parti qui ment. Il leur ment quotidiennement. Il leur explique qu'ils vont faire des choses et on voit à quel point ce n'est pas fait. Alors, la question de savoir si ça doit rester, si la Turquie doit adhérer, évidemment non, la Turquie n'a rien d'européen. Rien d'européen. Il faut savoir que quand on parle de chantage, et Jérôme en parle très bien, c'est un chantage à la submersion de l'Europe. On nous demande une rançon pour ne pas être submergé parce que l'Union européenne a délégué sa souveraineté de frontières à la Turquie de M. Erdogan. Derrière cette histoire des frontières, derrière cette histoire de M. Erdogan et de sa menace, il y a évidemment la question de la sécurité nationale, qui est une question qui touche tous les Français, parce que derrière la sécurité nationale, il y a la sécurité quotidienne de tous les Français. Et en ce jour où l'on commémore l'attentat de Strasbourg, ça prend une signification toute particulière. Il y a environ 250 djihadistes qui sont concernés par le protocole Cazeneuve, c'est-à-dire le retour potentiel. Et on a 500 djihadistes qui sont incarcérés, qui sont libérés au fil des libérations après l'exécution de la peine ou des réductions de peine. Et tout cela constitue évidemment une menace majeure pour les Français. Et ce qui est pire, c'est comme on a, comme le dit Philippe, délégué quelque part cette sécurité à cette chose supranationale qu'est l'Union européenne, on se retrouve démunis. Et on a des gens, parce que Schengen existe, qui vont rentrer par l'un des pays qui a décidé de laisser ses frontières poreuses parce qu'elles sont dirigées par un gouvernement
qui prône la mondialisation, et ces dangereux terroristes vont pouvoir rentrer jusque dans nos campagnes françaises. Donc c'est important à un moment de redéfinir quelles sont les vraies frontières de l'Europe. On ne changera pas nos voisins, c'est la réalité géographique. La Turquie restera pour toujours un voisin de l'Europe. Et on peut passer des accords, de bons accords avec nos voisins, d'accords de coopération, des accords de voisinage, mais les faire rentrer dans l'Union européenne, ce serait dramatique. En fait, ce serait non pas la Turquie qui deviendrait européenne, mais l'Europe tout entière qui deviendrait turque. Et ça, on n'en veut pas. Je tenais simplement, moi, à expliquer et surtout à rappeler aux Français, mais surtout à l'Union européenne, qui est M. Erdogan. Parce qu'on l'appelle M. le Président, on l'appelle Erdogan, mais on oublie, à mon avis, en tout cas l'Union européenne oublie trop rapidement qui il est. Pour l'illustrer, je souhaite le citer parce qu'il n'y a pas plus imagé que cela. La première citation, « Les mosquées sont nos casernes, les coupoles nos casques, les minarets nos baïonnettes, les croyants nos soldats ». Je pense qu'il n'y a pas... C'est clair. Voilà, c'est très clair, effectivement. Une deuxième phrase, là aussi, incroyable. « La démocratie, c'est comme le bus, on en descend une fois arrivé à destination ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on utilise la démocratie pour arriver au pouvoir et ensuite on jette très clairement la démocratie à la poubelle. Donc il y a évidemment, vous l'avez dit tous les deux, un danger incroyable et il faut que l'Union européenne se rappelle de ce genre de déclaration de M. Erdogan avant de distribuer les milliards d'euros d'argent qui sont l'argent du contribuable, ne l'oublions pas, et en ce qui nous concerne des Français. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Julie, c'est vrai que Erdogan, c'est un épouvantail particulier. Il a une vision, il veut rétablir une sorte de califat islamiste, il a une vision extrêmement brutale par rapport à nos valeurs. Et donc c'est plus facile parfois d'expliquer pourquoi ils ne peuvent pas rentrer en Europe. Mais de toute façon, quel que soit le dirigeant turc, l'Europe ne peut pas inclure la Turquie. Et je crois qu'il faut le dire simplement à nos voisins turcs. On a rencontré la semaine dernière avec Thierry Mariani, l'ambassadeur de Turquie en France, c'était à Strasbourg, et on lui a dit la réalité c'est que vous n'avez pas votre place au sein de l'Union européenne, pour autant nous pouvons travailler et respecter des accords avec vous. Et je crois que tous ces partis politiques aujourd'hui, du PPE à Renew en passant par le PS, qui leur font croire qu'un jour la Turquie aurait sa place en Europe, sont très irrespectueux aussi du peuple turc. Et la force, je crois, du Rassemblement national, c'est de croire dans les nations, de croire dans les peuples. On n'est pas là pour humilier le peuple turc, on est là pour leur dire vous serez nos voisins, on peut passer un accord avec vous, mais non, nous vous disons la vérité, vous ne serez jamais au sein de l'Union européenne. Mais avec tout cela, la Turquie reste quand même membre de l'OTAN et beaucoup la considèrent comme au moins partiellement européenne. Donc qu'en dites-vous ? Sur l'OTAN, une fois n'est pas coutume, la déclaration d'Emmanuel Macron expliquant que l'OTAN était aujourd'hui en état de mort cérébrale est le bon constat. C'est le constat d'ailleurs que Marine Le Pen faisait lors de l'élection présidentielle il y a plus de 2 ans. Mais ce qui est très grave, c'est que comme président de la République, il a les moyens d'en tirer les conséquences. Quand vous êtes dans une organisation dont vous considérez qu'elle n'existe plus parce qu'elle est en état de mort cérébrale, on en sort. Or aujourd'hui, on voit bien qu'il a signé, Emmanuel Macron, le traité du sommet de l'OTAN, qui est un traité qui ne dit rien, mais qui ne dit pas que c'est mort. On est dans un jeu de dupes permanent et absolu, qui place nos soldats dans des situations difficiles, parce que dans le cadre de l'OTAN, on est obligé de suivre parfois ce qu'il faut bien appeler des lubies américaines. Aujourd'hui, ils ont une lubie anti-russe qui est un peu excessive. On l'a vu dans le cas de l'Iran, où ils ont pris des mesures qui n'étaient pas du tout dans l'intérêt des industries européennes, et en particulier pas de l'industrie française. Donc je crois qu'il faut, comme le propose Marine Le Pen très raisonnablement et de façon très responsable, quitter rapidement le commandement militaire intégré de l'OTAN. L'OTAN aujourd'hui ne veut plus dire grand-chose. C'est une alliance qui aurait dû prendre fin lorsque le mur de Berlin, le mur entre l'Est et l'Ouest est tombé, et nous aurions dû redéfinir nos alliances. Quelque part, la défense européenne qui est prônée aujourd'hui au sein de l'Union européenne, c'est une façon de faire
une sorte de nouvelle OTAN. On met de l'argent pour donner à des instances supranationales, en tout cas pour ce qui concerne les Français, à des instances qui ne sont pas françaises, le commandement d'hommes sur le terrain. Je vous rappelle encore que récemment, la France a perdu des militaires sur le territoire du Mali parce que notre pays engage des hommes et des femmes dans des conditions extrêmement difficiles pour la sécurité des Français. Et si on devait redéfinir d'ailleurs les objectifs militaires de l'OTAN et même diplomatiques de l'OTAN, ce serait de lutter contre l'islamisme. Et comment lutter contre l'islamisme quand un des alliés est un pays islamiste et a à l'égard du terrorisme, quelquefois, une position assez ambiguë. Il y a là toutes les contradictions de l'OTAN et effectivement, il faut en tirer les conséquences. Un mouvement social très important touche aujourd'hui la France. Et Philippe Ollivier, vous justement, vous êtes membre de la commission des transports au Parlement européen. Est-ce que ce mouvement social touche aussi les routiers ? Oui, le monde de la route en France connaît une crise particulière, une crise qui se manifeste par des mouvements protestataires de la part des entreprises, des patrons routiers, mais également des salariés des transports, des chauffeurs routiers qui vont se mettre en grève. Ils ont raison, car il y a un problème social très grave en ce qui concerne les routiers. Il y a un problème très grave en ce qui concerne le régime fiscal des entreprises de transport routier. Ça fait que le gouvernement Macron, qui avait pris de bonnes résolutions sous la pression des Gilets jaunes, en retirant un certain nombre d'augmentations fiscales, vient de revenir sur ces avantages. Et donc la TICPE va représenter pour les entreprises de transport une augmentation de 800 € par an et par camion. C'est évidemment insupportable. À cela s'ajoute, en ce qui concerne les routiers, la question du travail détaché qui reste entier. Donc justement, en parlant des travailleurs détachés, Julie Lechanteux, vous êtes également en commission transport et vous vous intéressez particulièrement de cette question-là, les travailleurs détachés. Pouvez-vous donc nous expliquer le rôle de l'Union européenne dans cette question ? Alors son rôle, je ne sais pas. Dans tous les cas, on ne peut remarquer qu'une seule chose, c'est la faiblesse de cette Union européenne qui a très clairement cédé face à la pression des pays de l'Est et qui donc n'a pas su défendre les pays de l'État membre, dans tous les cas les intérêts de chacun. Et en ce qui concerne la France, aujourd'hui, de fait, les transporteurs routiers subissent très clairement cette décision de l'Union européenne, très largement évidemment poussée par M. Macron, qui lui-même a cédé également face à cette pression, comme il le fait souvent d'ailleurs, pas dans le bon sens malheureusement. Donc effectivement, moi, non seulement on est face à l'inaction de l'Union européenne, mais on ne peut surtout et que remarquer cette faiblesse. Le projet d'ailleurs qui est sous-tendu par tout ça, c'est en fait un projet de déréglementation généralisée avec un système qui est complètement ubuesque puisqu'il manque 50 000 chauffeurs routiers en France, on fait venir des Roumains et des gens des pays de l'Est et dans le même temps, le gouvernement roumain envisage de faire entrer 40 ou 50 000 Pakistanais pour remplacer les travailleurs qui manquent en Roumanie. On voit que ce système est absurde et conduit à la mort de l'économie européenne. Pour reprendre, parce que c'est amusant de voir le décalage, encore une fois, entre ce qui existe au niveau européen et les réalités auxquelles sont confrontés les Français. Je reprends un bon mot que Philippe Ollivier faisait en réunion de groupe. Aujourd'hui, à l'instant où on parle dans l'hémicycle, vous avez un débat sur le climat. Ici, personne ne s'intéresse au climat social qui règne en France. C'est pourtant la vraie priorité des Français, effectivement. Mais quelle serait donc votre analyse de cette situation en France ? Si vous voulez, moi ce que je constate, c'est que sur la crise des retraites, qui est ce qui mobilise aujourd'hui les Français, bien plus largement que les syndicats d'ailleurs, il faut bien réaliser qu'on n'est pas sur un mouvement syndical, mais un mouvement qui est soutenu par les Français. D'ailleurs, la meilleure chose, c'est ce qui le montre de façon la plus précise, c'est à quel point les mobilisations sont plus importantes encore en province qu'à Paris. C'est bien la démonstration que c'est la France rurale, la France qui souffre, la France des gens qui sont les perdants de la mondialisation, qui sont les perdants du système défendu par Bruxelles, qui se mobilisent. On voit bien qu'Emmanuel Philippe aujourd'hui fait des annonces en expliquant qu'il ne bougerait pas. Ils ont décidé une fois pour toutes de casser le système des retraites. Pourquoi ? On peut s'interroger pourquoi. La raison, c'est que le système des retraites, il est issu d'un moment fort du renouveau de la nation française. On sort de la guerre, on sort d'une période de très grande humiliation,
On sort d'une période de défaite par une victoire. Et cette victoire, c'est la victoire du peuple français. Et dans les importantes avancées que les Français réalisent à ce moment-là, c'est la mise en place d'un système de retraite par répartition. Liberté, égalité, fraternité, c'est ce système fraternel, solidaire, qui est mis en place. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, comme depuis le début de son quinquennat, n'a de cesse de vouloir casser la nation, casser les retraites, en faire un système qui devient finalement budgétaire, qui est géré par Bercy, qui ouvre la part belle aux agents d'assurance privée. C'est une façon pour lui de remplir le mandat qui lui est donné par le système bruxellois, démanteler la nation française. Il y a une raison complémentaire d'ailleurs, hein. Il y a une raison évidemment idéologique de la part de M. Macron, mais il y a également l'injonction des institutions européennes. J'ai ressorti une recommandation du Conseil qui date du 23 mai 2018. 2018, c'est-à-dire que ça annonce pratiquement ce qui va être programmé par M. Delevoye. Et en page 4, on trouve très précisément les 3 axes prioritaires de la réforme des retraites Macron. L'uniformisation des régimes de retraite, l'alignement du public sur le privé et, je cite, un système plus simple générant des économies. Et on pense évidemment à la retraite à points. On voit donc que M. Macron agit par idéologie, mais cette idéologie est aussi celle de l'Union européenne, dont il est en quelque sorte le gouverneur pour la France. Est-ce que cette crise qui touche la France actuellement vous semble logique, Julie Lechantre? Alors, ce qui, à mon sens, n'est pas logique, c'est d'en arriver là. Je pense qu'il est normal que les Français, malheureusement, aujourd'hui descendent dans la rue, et pour cause. Ils subissent le matraquage fiscal depuis des années, on leur fait les poches, l'augmentation sans cesse de l'électricité, des taxes, du gasoil, maintenant le système de retraite. Ils n'arrivent plus à se nourrir normalement, ils ne peuvent pas se loger dignement, enfin à vivre tout simplement. Il est donc logique et normal qu'à un moment donné, le peuple essaie de se faire entendre. Rappelons d'autant plus qu'apparemment M. Macron ne veut pas et ne souhaite pas faire appel au référendum. On ne demande pas l'avis des Français. Et il faut bien effectivement qu'ils trouvent un moyen de se faire entendre. Et le seul moyen aujourd'hui, c'est de descendre dans la rue. Et d'autant que, pour revenir sur ce que tu disais à l'instant, on a une équipe Macron qui est une équipe qui en plus profite. Vous avez des individualités qui vont profiter de ce système. Donc les Français sont déjà écrasés, comme tu le disais très bien, par des textes nouveaux qui viennent leur retirer énormément de ce qu'ils ont construit collectivement. Et en plus, vous avez des gens qui profitent. Vous avez le patron de cette réforme, Delevoye qui a triché, qui a menti. Il est venu. Il a expliqué, il a été mis en charge de ce système des retraites par Emmanuel Macron. Il est resté en le cachant, donc ça s'appelle un mensonge par omission. Il est resté à la tête d'un groupe d'administration de formation des assureurs privés. Or, les assureurs privés le disent eux-mêmes, ils vont être les premiers bénéficiaires de cette réforme. On découvre ce matin en plus que M. Delevoye, alors qu'il est membre du gouvernement, est rémunéré par un think tank alors qu'il est membre du gouvernement. Enfin, c'est des gens qui n'ont aucune limite et qui abusent du système. Et donc d'ailleurs, hier, nous avons demandé collectivement, la délégation du RN au Parlement européen demande la démission de M. Delevoye. Mais comme on les connaît et qu'on sait qu'ils ne démissionneront pas parce que la place est bonne, nous avons saisi le président de la Haute Autorité sur la transparence de la vie publique pour que l'Agence française anticorruption, parce qu'il s'agit effectivement de motifs qui peuvent conduire jusqu'à la corruption, soit saisie et fasse un contrôle. Parce que là, on peut parler il y a des questions qui se posent en matière de trafic d'influence, des questions qui se posent en matière de prise illégale d'intérêt ou encore de favoritisme. Et je crois que si on ne va pas devant les Français pour leur dire « Regardez exactement, précisément comment ces gens vous mangent la laine sur le dos », on va au-devant de troubles très très graves. Merci à nos 3 invités d'être venus aujourd'hui sur ce plateau pour cette 2e édition de Vue d'Europe. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro.